Aucune personne n'avait tenu 2 semaines avec l'avocat milliardaire, jusqu'à ce que la nouvelle assistante arrive et le déstabilise. Avant de commencer l'histoire, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire tout le monde. Ella Monroe avait répété ce moment pendant 3 jours. 3 jours à choisir la tenue parfaite. 3 jours à pratiquer son sourire professionnel dans le miroir de la salle de bain. 3 jours à répéter mentalement des phrases comme « enchanté »,« je suis très enthousiaste » à propos de cette opportunité. Et oui, je suis une personne totalement organisée et compétente qui ne laisse jamais rien tomber. Seattle n'avait apparemment pas reçu le mémo car lorsqu'Ella quitta son appartement ce lundi matin pour son premier jour officiel en tant qu'assistante exécutive chez Northwest Innovations, le ciel s'ouvrit comme s'il avait une rancune personnelle contre elle spécifiquement. Ce n'était pas de la pluie, c'était une déclaration de guerre. Le parapluie qu'elle attrapa dans le placard de l'entrée était un vétéran de nombreuses batailles. Il avait un manche légèrement tordu, un bouton d'ouverture qui ne fonctionnait qu'au 3e essai, et une réputation douteuse de se retourner à la moindre brise forte. Mais c'était le seul qu'elle avait. « Pas aujourd'hui », marmonna Ella au parapluie en courant vers l'arrêt de bus. « S'il te plaît, juste aujourd'hui, tiens-toi bien. » Le parapluie ne se tint pas bien. Le vent souffla à l'angle de la 5e avenue et de Stewart Street, et la chose se transforma en quelque chose qui défiait les lois de la physique. Les baleines se plièrent vers l'arrière, le tissu se déchira à 2 endroits, et l'un des embouts métalliques s'emmêla dans la sangle du sac d'Ella avec la détermination d'un piège à ours. Elle tira. Le parapluie ne lâchait pas. Elle tira plus fort. Le parapluie résista comme si son honneur en dépendait. Le bus passa sans s'arrêter. Ella resta là, au milieu de la tempête, luttant contre un parapluie suicidaire, tandis que l'eau coulait sur son blazer, bleu marine soigneusement choisi, à travers ses cheveux soigneusement lissés, sur sa dignité soigneusement construite. 25 minutes avant le début du travail. Son premier jour, le jour où elle prouverait enfin à elle-même que toutes ces années d'université, ses stages non rémunérés et ses nuits à étudier les contrats commerciaux en valèrent la peine. Et elle était là, perdant un combat contre un objet inanimé. « D'accord », dit-elle à voix haute à personne en particulier. « D'accord, plan B. » Le plan B consistait à courir. Elle a couru avec le parapluie détruit toujours attaché à son sac, frappant sa jambe à chaque pas, comme un chiot métallique désobéissant. Elle traversa 5 pâtés de maison en un temps record. L'eau entra dans sa chaussure gauche et commença à faire un bruit de floc-floc qu'elle essaya d'ignorer. La chaussure droite, par solidarité, développa un petit trou dans la semelle qu'elle ne découvrit que lorsqu'elle marcha dans une flaque particulièrement profonde. Mais elle y arriva. Le bâtiment de Northwest Innovation se dressait devant elle, comme un monument au succès qu'elle n'avait pas encore. 25 étages de verre miroir, des lignes modernes et le genre d'architecture qui hurlait. Les gens qui travaillent ici ont des plans de retraite. Elle poussa la porte tambour. Immédiatement, 3 choses se produisirent. Premièrement, elle laissa une traînée d'eau sur le sol en marbre qui ressemblait au passage d'une limace géante et très mouillée. Deuxièmement, la climatisation du hall frappa ses vêtements trempés et elle commença à trembler comme si elle était en Arctique. Troisièmement, elle vit le chariot à café. C'était l'un de ces chariots à café expresso élégants qui siègent dans les halls des immeubles d'entreprise, le genre d'endroit qui vend des lattes. Pour $8, elle n'accepte pas les excuses. Ella se regarda trempée, frissonnante, avec un parapluie détruit pendant à son sac. Elle regarda le chariot à café. Peut-être, juste peut-être, si elle arrivait au bureau avec un café élégant à la main, elle aurait l'air d'une professionnelle occupée qui a affronté la pluie avec détermination et non d'une naufragée qui venait d'être recrachée par l'océan Pacifique. C'était un plan. Ce n'était pas un bon plan, mais c'était le seul qu'elle avait. « Un latte vanille », demanda-t-elle au barista, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Grand, s'il vous plaît. » Le barista la regarda, avec cette expression de quelqu'un qui a tout vu dans la vie. « Dure journée ?»« Elle ne fait que commencer, » répondit Ella, et il y avait une sincérité dans sa voix qui l'effraya un peu. Le café arriva.
Chaud, crémeux, réconfortant. Ella tenait la tasse comme si c'était un charme protecteur contre tout le chaos de l'univers. « Merci », dit-elle, se tournant déjà vers les ascenseurs. Et c'est à ce moment-là que l'univers décida qu'il n'en avait pas encore fini avec elle. Le sol en marbre du hall de Northcrest était beau, poli, brillant et, lorsqu'il était mouillé, plus glissant qu'une patinoire couverte d'huile. Ella fit 3 pas. Au 4e pas, la chaussure gauche, celle qui faisait floc-floc, décida qu'elle n'était plus intéressée à garder le contact avec le sol. Le monde passa au ralenti. Ella sentit son corps penché vers l'avant d'une manière que la physique ne devrait pas permettre. Ses bras s'ouvrirent dans un mouvement de survie instinctif, le genre de réflexe primitif qui existe depuis l'époque des hommes des cavernes. Le café, son précieux latte vanille à $8, quitta sa main dans une trajectoire parabolique parfaite. Pendant un moment, la tasse tourna dans les airs comme un petit vaisseau spatial brun. Puis elle entra en collision avec quelque chose, ou plutôt avec quelqu'un. Ella tomba en avant et fut rattrapée par quelque chose de solide. Quelque chose qui sentait l'eau de Cologne coûteuse et le tissu sur mesure. Quelque chose qui fit un bruit sourd de surprise lorsque 150 millilitres de latte vanille brûlant frappèrent directement le centre de sa poitrine. Elle se stabilisa, leva les yeux et perdit complètement la capacité de former des pensées cohérentes. L'homme était, il était le type d'homme qui faisait ressembler les autres. Homme à des brouillons inachevés, grand, très grand, avec des épaules larges, qui remplissaient un costume gris foncé d'une manière qui devrait être illégale. Ses cheveux étaient foncés, coupés avec une précision exacte, pas une seule mèche de travers, malgré l'humidité qu'il avait dû affronter dehors. Et ses yeux étaient d'un bleu si intense qu'Ella était certaine qu'ils avaient été conçus dans un laboratoire spécifiquement pour mettre les gens mal à l'aise. En ce moment, ses yeux regardaient le blazer gris, la tache de café s'étendant sur le tissu, comme la carte d'un pays qu'Ella venait de détruire. Le silence qui suivit fut le genre de silence qui précède les catastrophes naturelles. « commença Ella. L'homme leva les yeux, croisa les siens et ne dit absolument rien, ce qui était infiniment pire que tout ce qu'il aurait pu dire. « Oh mon Dieu !» lâcha Ella, les mots venant dans une avalanche de panique. « J'ai glissé le sol. Il était mouillé. Enfin, j'étais mouillé. Je suis mouillé. Il a plu. Évidemment, il a plu. Vous l'avez probablement remarqué. Vous avez des yeux. Vous avez certainement vu la pluie. » Elle divaguait. Elle savait qu'elle divaguait. Elle ne pouvait pas s'arrêter. « Le café, continua-t-elle, pointant la tâche évidente, comme s'il n'avait peut-être pas remarqué les 150 millilitres de liquide chaud qui venaient de frapper son corps. « Je ne vous ai pas vu. Je veux dire, je vous vois maintenant. Clairement, je vous vois, mais je ne vous ai pas vu avant parce que je tombais, et quand on tombe, on ne voit pas grand-chose à part le sol qui arrive. Vous savez... » L'homme resta silencieux. Ses yeux bleus l'étudiaient avec une intensité qui donnait à Ella l'impression d'être un document avec une clause suspecte. « Je peux payer, » dit-elle rapidement. « Pour le nettoyage à sec ou pour le blazer? Le blazer a l'air cher. Est-ce que ce blazer est cher? Bien sûr qu'il est cher, regardez-vous. Tout en vous a l'air cher. Ça sonnait bizarre. Je suis désolé. Je vais arrêter de parler maintenant. » Elle ne s'arrêta pas. « C'est juste qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour. » Continua-t-elle parce qu'apparemment sa bouche avait déclaré son indépendance vis-à-vis de son cerveau. « Premier jour au nouveau. Travail et j'étais nerveuse. Et puis il a plu et mon parapluie s'est cassé. Enfin, il ne s'est pas exactement cassé. Il s'est en quelque sorte autodétruit, comme un espion dans un film d'action, mais en moins glamour et plus mouillé. » Ella réalisa qu'elle tenait toujours le parapluie détruit. L'une des baleines, Bimatin Bean, métallique, pointait vers le haut, avec un angle accusateur, comme si elle aussi la jugeait. « C'est le parapluie, » dit-elle inutilement, tenant l'objet comme preuve. « Comme vous pouvez le voir, il ne passe pas une bonne journée. Aucun de nous ne passe une bonne journée, sauf peut-être vous. Enfin, vous ne passez pas une bonne journée maintenant non plus à cause de moi, parce que j'ai renversé du café sur vous. » Elle s'arrêta enfin de parler. L'homme cligna des yeux. C'était la première réaction qu'il montrait depuis le début du désastre. Elle attendit qu'il crie, attendit qu'il la traite d'incompétente
attendit qu'il fasse n'importe. Quoi d'autre que de rester là comme une statue de marbre avec une tache de café sur la poitrine. Mais il continua simplement à la regarder pendant 5 secondes. À 10, 15, je dois y aller, dit Ella brusquement, parce que le silence commençait à causer des dommages physiques à sa santé mentale. Premier jour, nouveau travail. Je ne peux pas être en retard. Plus que je ne le suis déjà, ce qui est très en retard. Je veux dire, je suis très en retard. Elle fit un pas en arrière, glissa à nouveau, récupéra son équilibre à la dernière seconde. Le sol est vraiment très glissant, observa-t-elle. Vous devriez mettre un panneau. Attention, sol mouillé. Ou attention, Ella Monroe dans les environs. Ce serait plus précis, honnêtement. L'homme ouvrit la bouche. Ella paniqua. Désolé, je dois y aller. Elle dit tout cela comme un seul. Mo est parti pratiquement. En courant vers les ascenseurs, elle appuya sur le bouton. Elle attendit 3 secondes qui semblèrent durer 3 heures. Les portes s'ouvrirent. Ella entra dans l'ascenseur, se retourna et, au dernier moment, avant que les portes ne se ferment, elle vit l'homme toujours debout au même endroit, la regardant avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Les portes se fermèrent. Ella laissa échapper le souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle appuya sur le bouton du 25e étage, le dernier, où se trouvait le département juridique, et s'appuya contre le mur de l'ascenseur. « Ça va » dit-elle à son reflet dans le miroir. « Ça va, c'était juste un cadre. Il travaille probablement à un autre étage, un autre département. Tu ne le reverras jamais. Seattle est une grande ville. Le bâtiment a 25 étages. Quelles sont les chances que vous vous croisiez à nouveau ?» Son reflet n'avait pas l'air convaincu. Pour une bonne raison, car son reflet ressemblait à un personnage de film catastrophe. Ses cheveux avaient séché dans une formation qui défiait la gravité dans au moins 3 directions différentes. Son mascara avait créé des ombres artistiques sous ses yeux qui la faisaient ressembler à un raton laveur ayant des problèmes de sommeil. Son blazer bleu marine était si mouillé qu'il avait changé de couleur pour quelque chose de plus proche du bleu désespéré, et elle tenait toujours le parapluie tueur. « Tu peux le faire », se dit Ella alors que l'ascenseur montait. « Tu as étudié pour ça. Tu as un diplôme en droit. Tu as passé tous les entretiens. Ils t'ont embauché. Ils ont vu quelque chose en toi. Pause. J'espère qu'ils n'ont pas vu ça. » L'ascenseur continuait de monter. 10e étage, 15e, 20e. Chaque numéro qui s'allumait augmentait un peu les espoirs d'Ella. Plus haut, plus loin du type au café. Loin du désastre, plus proche d'un nouveau départ. 25e étage. Les portes s'ouvrirent sur un bureau qui semblait sortir d'un magazine d'architecture. Tout était lignes épurées, verre et bois clair. Des fenêtres du sol au plafond révélaient une vue panoramique époustouflante de Seattle. La Space Needle au loin. Le Puget Sound scintillant sous les nuages de pluie qui commençaient enfin à se dissiper. C'était le sommet. Le dernier étage, là où les décisions importantes étaient prises et où les gens importants faisaient des choses importantes. Des bureaux organisés avec une précision militaire. Des gens en costume parfait, tapant sur des ordinateurs silencieux. Personne n'avait l'air de s'être battu avec un parapluie ce matin-là. Personne n'avait l'air d'avoir renversé du café sur des inconnus. Personne n'avait l'air même de loin aussi désastreux qu'Ella se sentait. Une femme s'approcha, grande, blonde, avec le genre de posture qui suggérait des années de cours de ballet ou une quantité impressionnante de confiance en soi. Ella Monroe. « Oui, dit Ella, essayant de paraître professionnelle. C'est moi, enchanté. Je suis très enthousiaste à propos de cette opportunité. » La phrase répétée sortit mécaniquement, mais au moins elle sortit. « Linda Shen, dit la femme en tendant la main, coordinatrice RH. Je vais vous montrer votre bureau et vous présenter à l'équipe. » « Super, dit Ella. Parfait. Merveilleux. » Elle utilisait trop d'adjectifs. C'était un signe de nervosité. Elle le savait. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Linda la guida à travers le bureau, expliquant où se trouvaient les toilettes, la salle de pause, la salle de conférence principale qui avait une vue sur le mont. Régnait par temps clair. Ella hocha la tête à tous les bons moments, tout en essayant de lisser discrètement des cheveux qui avaient déclaré leur indépendance de toute forme reconnaissable. « C'est votre bureau, dit Linda, s'arrêtant devant un poste de travail, près d'une porte en verre dépoli. La plus grande porte de l'étage, la porte qui appartenait clairement à quelqu'un d'important.
Vous travaillerez directement avec le directeur juridique. Il est exigeant, mais juste. Exigeant, répéta Ella. C'est bien. J'aime les défis. C'était un mensonge. Ella n'aimait pas les défis. Ella aimait la prévisibilité. La routine et les jours où personne ne renversait de café sur personne. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Continua Linda en regardant l'horloge murale. D'habitude, c'est le premier ici. Mais aujourd'hui, il a dû avoir une situation inattendue. Situation inattendue, marmonna Ella, un frisson inexplicable parcourant sa colonne vertébrale. Vous pouvez vous installer en attendant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon bureau est au bout du couloir. Linda s'éloigna. Ella s'assit dans la chaise pivotante. Elle prit une profonde inspiration. Elle regarda autour d'elle. De là-haut, Seattle semblait presque magique. Les nuages de pluie s'ouvraient, laissant passer des rayons de soleil qui éclairaient les gratte-ciel comme des projecteurs sur une scène. C'était le genre de vue qui donnait à une personne l'impression d'être au sommet du monde. Peut-être, juste peut-être, la journée pourrait s'améliorer à partir de maintenant. Elle était presque sèche. Elle était assise. Elle avait survécu à l'incident du café. L'homme mystérieux aux yeux bleus était quelque part en bas, 25 étages plus bas, probablement en train de changer de chemise et d'oublier que des femmes maladroites, avec des parapluies cassés existaient. Tout allait bien se passer. Ella alluma l'ordinateur, tapa son mot de passe temporaire, commença à lire les emails de bienvenue, et puis elle entendit le bruit de l'ascenseur. Elle n'y prêta pas attention au début. Les gens allaient et venaient tout le temps. C'était un bureau. Mais alors la conversation s'arrêta. Le bourdonnement constant de l'étage s'éteignit, comme si quelqu'un avait baissé le volume. Ella leva les yeux et sentit le monde s'écrouler. L'homme de l'incident du café sortait de l'ascenseur au 25e étage. Au même étage qu'elle, au dernier étage du bâtiment. Toujours avec la tache sur son blazer, toujours avec ses yeux bleus qui semblaient conçus pour causer des palpitations cardiaques. Les gens s'écartèrent de son chemin comme s'il était une force de la nature. Certains hochaient respectueusement la tête en guise de salutation. D'autres faisaient semblant d'être très occupés avec leurs ordinateurs. Une femme s'inclina pratiquement quand il passa. Ella ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait rien faire d'autre que regarder l'homme marcher à travers le bureau, d'un pas déterminé, chacun résonnant sur le parquet, comme un compte à rebours vers la fin de sa carrière. Il marcha directement vers elle, directement vers la porte à côté de son bureau. La porte en verre dépoli, la plus grande porte de l'étage. La porte qui avait une plaque dorée qui brillait sous les lumières du bureau. Une plaque qu'Ella, dans toute sa nervosité, n'avait pas lue auparavant. Une plaque qui disait Adrian Cole, directeur juridique. L'homme Adrian Cole s'arrêta devant la porte, se retourna et regarda directement Ella. Pendant un long, horrible, interminable moment, 25 étages au-dessus du reste du monde. Aucun d'eux ne dit rien. Tout le bureau semblait retenir son souffle. Puis il parla. Pour la première fois depuis l'incident du café, il ouvrit la bouche et produisit de vrais mots. « Mademoiselle Monroe », dit-il, et sa voix était exactement ce qu'Ella craignait qu'elle soit, profonde, contrôlée, avec le genre de calme qui précède les tempêtes. « J'espérais que nous nous rencontrerions dans des circonstances plus sèches. » Ella ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Aucun son ne sortit. Adrian Cole l'observa un instant de plus. Un moment qui semblait contenir toute l'éternité et tous les regrets qu'elle avait jamais ressentis. Puis entra dans son bureau. La porte en verre se referma avec un clic doux. Ella resta figée. Autour d'elle, le bureau revint lentement à la vie. Le bourdonnement revint. Les gens se remirent à taper. Quelqu'un dans le coin de la pièce toussa d'une manière qui ressemblait étrangement à un rire étouffé. Et Ella resta assise là, à son nouveau bureau. Au dernier étage du bâtiment, au nouveau travail pour lequel elle s'était tant battue, fixant la porte du bureau de son nouveau patron. Le patron sur qui elle avait renversé du café. Le patron qui savait maintenant exactement qui elle était. Le patron avec qui elle allait devoir travailler directement tous les jours dans un avenir prévisible. 25 étages au-dessus du sol sans nulle part où fuir. Ella regarda le parapluie cassé, toujours posé à côté de son sac. « Je te blâme », lui chuchota-t-elle. Le parapluie ne répondit pas, mais l'une de ses baleines cassées tomba au sol, avec un petit bruit métallique, comme s'il riait. Ella laissa tomber sa tête sur le bureau. Premier jour. «
Elle avait ruiné le premier jour et quelque chose lui disait qu'Adrien Cole n'était pas le genre d'homme qui oubliait les choses facilement. Le téléphone sur le bureau d'Ella sonna exactement 47 minutes après le désastre du café. Elle savait que c'était 47 minutes passe, qu'elle avait compté chaque seconde, attendant le moment où elle serait officiellement renvoyée le jour de son embauche. Le téléphone sonna à nouveau. Ella regarda l'appareil comme s'il s'agissait d'un serpent sur le point d'attaquer. Troisième sonnerie, elle répondit. « Mon bureau maintenant. » La ligne fut coupée. C'était ça, la fin. Voilà la conclusion la plus rapide et la plus humiliante d'une carrière dans l'histoire des carrières humiliantes. Ella se leva, lissa son blazer qui était encore légèrement humide et marcha vers la porte en verre dépoli, comme quelqu'un marchant vers une exécution d'entreprise. De l'autre côté, à travers le verre flou, elle pouvait voir la silhouette d'Adrien, assis derrière un immense bureau. Ella s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration, regarda la plante décorative dans le coin du couloir, une fougère qui semblait passer une meilleure journée qu'elle. « Souhaite-moi bonne chance », chuchota-t-elle à la plante. La plante ne répondit pas. Mais Ella choisit d'interpréter le silence comme un soutien moral. Elle frappa à la porte. « Entrez ». Sa voix était exactement comme elle s'en souvenait, profonde, contrôlée, manquant complètement de toute indication quant à savoir si elle serait renvoyée, poursuivie en justice, ou les deux. Ella ouvrit la porte. Le bureau d'Adrien Cole était exactement ce qu'elle attendait. Du bureau d'un homme qui achetait probablement des costumes coûtant plus cher que des voitures. Des fenêtres panoramiques montrant Seattle dans toute sa splendeur. Des meubles en bois sombre qui semblaient avoir été sculptés par des artisans italiens en Pate Santa, écoutant de l'opéra. Une étagère remplie de livres de droit qu'elle reconnut immédiatement. Elle en avait lu la moitié à l'université. Et au centre de tout cela, derrière un bureau qui pourrait servir d'héliport d'urgence, se trouvait Adrien. Il avait changé de blazer. Bien sûr qu'il l'avait fait. Les hommes comme Adrien Cole avaient probablement des placards secrets pleins de blazers de rechange pour les urgences impliquant des assistentes maladroites. « Asseyez-vous », dit-il en pointant la chaise devant le bureau. Ella s'assit. Elle croisa les mains sur ses genoux. Elle attendit sa sentence. Adrien l'observa un long moment. Ses yeux bleus l'étudiaient, comme si elle était un document particulièrement confus qu'il essayait de déchiffrer. « Alors, commença-t-il, Ella Monroe, 30 ans, diplôme en administration des affaires, expérience en tant qu'assistante exécutive. C'est mon CV, confirma-t-elle. Bref mais précis, sauf la partie sur le fait d'être très organisé. C'est plus un objectif de vie qu'un fait accompli. » Adrien ne rit pas. Ella ne s'attendait pas à ce qu'il rit. « Pourquoi Northwest » demanda-t-il. « Parce que vous embauchiez et que j'avais besoin d'un travail, » dit Ella et regretta immédiatement son honnêteté. « Je veux dire, parce que c'est une entreprise prestigieuse, avec des opportunités de croissance. Et non, vous savez quoi? La première réponse était plus honnête. Vous embauchiez. » Adrien continua de la regarder avec cette expression illisible. « Votre CV ne mentionne que l'administration des affaires, » dit-il. « D'autres études que je devrais connaître ?» Ella hésita. C'était le moment de vérité. « Droit ?» dit-elle en regardant ses propres mains. « J'ai aussi obtenu un diplôme en droit récemment. » Le silence qui suivit donna à Ella l'envie d'être avalée par la chaise. « Vous êtes avocate ?» dit Adrien lentement. « Ce n'était pas une question. »« Techniquement, » répondit Ella. « Sur le papier. J'ai passé l'examen du barreau et tout, mais je n'ai jamais pratiqué. »« Pourquoi ?» Ella sentit son visage chauffer. « Parce que personne n'embauche une avocate de 30 ans sans expérience qui a obtenu son diplôme dans une université que personne ne connaît, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait plus amer qu'elle ne le voulait. J'ai envoyé des CV à 43 cabinets d'avocats. 43. Savez-vous combien de réponses j'ai eues? Combien? 2. L'une était un email automatique disant que le poste avait été pourvu. L'autre était une invitation pour un café qui s'est avéré être quelqu'un essayant de me vendre du marketing multiniveau. Ella regarda enfin Adrien. Alors j'ai arrêté d'essayer d'être avocate et je suis redevenue ce que j'ai toujours été, une assistante. Au moins, je peux gérer le fait d'être assistante. C'est un travail honnête, ça paye les factures et personne ne s'attend à ce que je sois brillante. Le bureau tomba dans le silence. Adrien ne dit rien pendant un long moment.
Avez-vous réussi l'examen du barreau du premier coup? Demanda-t-il enfin. Oui. Quel était votre score? Est-ce que ça compte? Je suis curieux. Elle assoupira. 289. Adrien haussa un sourcil. C'était la première véritable expression qu'elle voyait sur son visage. C'est élevé, je sais, l'interrompit Ella. Mais les scores au test ne signifient rien dans le monde réel. Dans le monde réel, ce qui compte, c'est de quelle école vous venez, qui vous connaissez, et si votre nom de famille ouvre des portes. Mon nom de famille n'ouvre que la porte de l'appartement, que je partage avec une colocataire qui collectionne les chats en porcelaine. Elle réalisa qu'elle parlait trop à nouveau. « Désolée, dit-elle. Vous avez posé des questions sur l'éducation et fait une séance de thérapie. C'est un défaut. Ma bouche n'a pas de filtre quand je suis nerveuse. Et je suis très nerveuse parce que vous allez probablement me virer pour le café et pour avoir trop parlé et pour exister. Généralement dans cet espace. » Adrien l'étudia un moment de plus. Puis il poussa un document sur le bureau. « J'ai besoin que vous signiez ceci. » Ella regarda le papier. C'était un contrat de travail. Conditions d'emploi. Diverses clauses en langage juridique que, grâce à 3 années d'école de droit, elle pouvait lire parfaitement. Et c'est exactement ce que son cerveau fit automatiquement sans permission. « Excusez-moi, dit-elle, s'arrêtant avec le stylo en l'air. Mais la clause 4.2 contredit la 11.7. Adrien se figea. « Quoi ?» ?»« Ici. » Ella pointa le document, sa formation juridique prenant le contrôle. En 4.2, il est dit que l'employé doit rendre compte directement au superviseur immédiat pour toutes les questions administratives, mais la 11.7 établit que les problèmes d'emploi du temps doivent être adressés au département des opérations, contournant la chaîne de commandement. Si je suis la 4.2, je viole la 11.7. Si je suis la 11.7, je suis en violation de la 4.2. C'est une contradiction matérielle qui invaliderait toute clause de pénalité en cas de litige du travail. Ella s'arrêta de parler. Le silence dans le bureau était assourdissant. « Désolé, dit-elle rapidement. C'est la loi. 3 ans d'université. Le cerveau ne s'arrête pas. Je vois des clauses et je commence automatiquement à analyser. C'est agaçant. Je sais que c'est agaçant. Ma colocataire dit que je lis même les conditions d'utilisation des applications de livraison et que je continue à signaler les problèmes. Qui fait ça? Moi. C'est un problème. » Adrien ne dit rien. Il prit le contrat. Lutte la clause 4.2. Lutte la clause 11.7, relu encore. « Ce contrat est utilisé depuis 5 ans, dit-il lentement. Il a été révisé par tout notre département juridique. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un meilleur café, proposa timidement Ella. La caféine aide à l'attention aux détails. Je peux faire du café. En fait, cela me rappelle. Je vous dois toujours un café pour le blazer que j'ai ruiné avec du café. L'ironie ne m'échappe pas. » Adrien la regarda, et quelque chose se produisit qu'Ella n'attendait pas. Son expression changea. Ce n'était pas un sourire. Adrien Cole ne savait clairement pas sourire, mais c'était quelque chose. De la curiosité, de l'intérêt, comme si elle était un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. « Mademoiselle Monroe, dit-il, vous avez un diplôme en droit. Vous avez réussi l'examen du barreau, avec l'un des scores les plus élevés que j'ai jamais vus, et vous travaillez comme assistante. »« C'est un travail honnête, » répéta Ella sur la défensive. « Je n'ai pas dit le contraire. Vous l'avez dit avec un ton. Je n'ai pas de ton. Tout le monde a des tons. Votre ton actuel est le jugement déguisé en neutralité. » Ella ferma sa bouche. Elle venait de dire ça à son patron milliardaire, lors de son premier jour de travail. « Désolé, commença-t-elle. »« Ne vous excusez pas, l'interrompit Adrien. C'est la 2e fois que vous faites ça. Vous trouvez quelque chose que personne d'autre n'a vu, et vous vous excusez immédiatement, comme si vous aviez fait quelque chose de mal. » Ella ne savait pas quoi dire. « Vous commencerez demain officiellement, » continua Adrien. « Aujourd'hui, familiarisez-vous avec le bureau. Alors, je ne suis pas viré. Vous n'avez jamais été viré. Mais le café, c'était du café, dit Adrien. Ce n'est pas la fin du monde. Ça semblait être la fin du monde, murmura Ella. D'après le regard que vous m'avez lancé dans le hall. C'est mon visage normal. Votre visage normal est terrifiant. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Adrien la fixa. Ella s'attendait à être réellement virée cette fois,
Mais alors quelque chose d'impossible se produisit. Le coin de sa bouche bougea d'à peine 1 millimètre pendant une fraction de seconde. Adrien Cole faillit sourire. « Vous pouvez disposer, mademoiselle Monroe. » Ella se leva si vite qu'elle faillit renverser la chaise. « Merci pour le travail et pour ne pas me poursuivre. En justice pour le blazer et pour tout. » Elle était à la porte quand sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Monroe. » Ella se retourna. « Demain, 8 essais. Nous avons une réunion avec des investisseurs sur un cas complexe. Vous m'accompagnerez. Apportez votre cerveau qui ne s'arrête pas. » Ella cligna des yeux. « Pour prendre des notes ? » « Pour prêter attention aux choses, » dit Adrien, « puisqu'apparemment vous êtes doué pour ça. » Ella quitta le bureau sous le choc, ferma la porte, marcha jusqu'à son bureau, s'assit et réalisa seulement alors que ses mains tremblaient. Elle regarda la fougère dans le couloir. « Je crois, » chuchota-t-elle, « qu'il veut que j'utilise mon diplôme. » La plante ne répondit pas. Mais de l'autre côté de la porte en verre dépoli, Ella ne vit pas Adrien Cole décrocher le téléphone. Elle n'entendit pas quand il appela le département juridique. Elle n'entendit pas quand il dit « Le contrat standard des employés. Je veux une révision complète et je veux savoir comment une contradiction comme celle-ci vous a échappé pendant 5 ans. » Et elle ne vit certainement pas quand il raccrocha le téléphone et resta debout à regarder la porte par laquelle elle était sortie avec une expression que personne au bureau n'avait vue auparavant. L'expression de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, ne pouvait pas prédire ce qui allait suivre. Dehors, le personnel chuchotait déjà. Elle est toujours là. Combien de temps? Pensez-vous qu'elle tiendra? 1 semaine au maximum. Mais Ella n'écoutait pas. Elle regardait son bureau, la porte d'Adrien, la vue de Seattle 25 étages plus bas. Demain, elle aurait une réunion avec des investisseurs. Pour son 2e jour avec l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. L'homme qui venait de lui demander d'utiliser le cerveau qu'elle avait passé toute sa vie à essayer de faire taire. Elle a pris une profonde inspiration. « D'accord, » se dit-elle. « Pas de pression. » Le téléphone sonna. Elle répondit. « Mademoiselle Monroe », la voix d'Adrien traversa le téléphone. « Encore une chose. Le cas de demain implique une fusion de 200 millions de dollars. » Elle a dégluti difficilement. « 200 millions ?» répéta-t-elle juste pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Et mademoiselle Monroe. « Oui, demain. Essayez de ne pas arriver en ayant l'air d'avoir nagé jusqu'au travail. Passez au RH avant de partir. Nous avons des uniformes exécutifs pour les employés du dernier étage. Prenez ce dont vous avez besoin. Blazers, chaussures, tout ce qui est nécessaire. » Pause. « Et avant que vous ne demandiez, non, je ne suis pas gentil. Je protège l'image de l'entreprise. Je ne peux pas emmener quelqu'un qui a l'air d'avoir survécu à un naufrage à une réunion de 200 millions de dollars. » La ligne fut coupée. Ella fixa le téléphone. Il venait de résoudre son problème, vestimentaire d'une manière qui ressemblait à une insulte. Mais c'était quand même utile, grossièrement utile, utilement grossier. Ella ne savait pas quelle option était la plus confuse. Elle regarda la fougère. « Est-il toujours comme ça ?» chuchota-t-elle à la plante. « Genre grossier et utile en même temps. Est-ce une chose que les gens normaux font ?» La fougère ne répondit pas. Mais Ella aurait pu jurer que les feuilles oscillaient un peu, comme si même la plante était confuse. Elle se leva, regarda le blazer qui séchait enfin dans une forme étrange et soupira. Uniforme RH. Réunion à 200 millions. Son 2e jour promettait d'être encore plus intense que le premier. Et considérant que le premier impliquait un parapluie tueur, un sol qui fonctionnait comme une patinoire, et du café chaud sur la poitrine d'un milliardaire, cela voulait dire quelque chose. Ella marcha vers l'ascenseur, mais avant d'appuyer sur le bouton, elle regarda une dernière fois la porte en verre dépoli. Adrien Cole était un mystère, froid, calculateur, intimidant. Et pourtant, il venait de s'assurer qu'elle aurait des vêtements corrects pour demain sans qu'elle le demande, sans qu'elle ait à supplier. Qui était cet homme? L'ascenseur arriva avec un doux ding. Elle entra, appuya sur le bouton de l'étage des RH et laissa les portes se fermer. Demain, elle le découvrirait. Demain, elle serait dans une pièce avec des investisseurs, des contrats de 200 millions de dollars, et le patron le plus impossible de Seattle. Et cette fois, elle serait sèche. C'était un début. Le nouveau blazer était parfait. Les chaussures allaient bien. Et elle a réussi à atteindre le 25e étage complètement sèche, légère, sans rien renverser sur personne,
qui avec ses cheveux dans une forme qui semblait réellement intentionnelle. C'est là que tout commença à mal tourner. Et la boîte de dossier sortit de nulle part. Ou peut-être avait-elle toujours été là. Stratégiquement positionnée sur le chemin, entre l'ascenseur et son bureau, attendant le moment parfait pour attaquer. Ella trébucha. Ses bras tournèrent en rond comme un moulin à vent, essayant d'empêcher le désastre. Le dossier qu'elle portait vola dans les airs et déversa environ 300 trombones sur le sol du bureau. Le bruit de 300 trombones frappant le parquet fut étonnamment fort, comme une grêle métallique, comme de très petits applaudissements. « Non » marmonna Ella, tombant à genoux pour ramasser les trombones. « Non, non, non !» Les trombones étaient partout, sous les bureaux, derrière les poubelles. L'un d'eux avait réussi à atterrir à l'intérieur de la chaussure d'un avocat qui passait, et maintenant, il sautillait sur un pied en essayant de le sortir. « Désolé !» cria Ella. « Désolé, ce sont mes trombones. Ils se sont échappés. » L'avocat la regarda comme si elle venait d'avouer un crime. Ella continua de ramasser des trombones. « Vous n'auriez pas pu rester dans le dossier ?» chuchota-t-elle au trombone. « C'était juste un dossier avec un fermoir. Un fermoir qui a clairement besoin d'entretien. Mais quand même... » Elle parlait à des trombones. Pour son deuxième jour de travail, c'était un nouveau record personnel. Après 5 minutes humiliantes, Ella réussit enfin à ramasser la plupart des trombones. Certains restèrent en liberté, se cachant dans les coins sombres du bureau, mais elle décida qu'ils étaient des pertes de guerre acceptables. Elle se leva, lissa le nouveau, Blazer et marcha vers son bureau avec autant de dignité que quelqu'un couvert d'embarras pouvait en rassembler. Le défi suivant apparut 30 minutes plus tard, l'imprimante. Ella devait imprimer l'agenda du jour pour Adrien. Une tâche simple, basique, le genre de choses que n'importe quelle assistante compétente ferait sans sourciller. L'imprimante, cependant, avait d'autres plans. « S'il te plaît, » dit Ella en regardant la machine. « C'est juste 3 pages. 3 simples pages en noir et blanc. Rien d'extraordinaire. » L'imprimante fit un bruit qui ressemblait à un chat qui s'étouffe. « Je sais que tu peux le faire, » continua Ella, sa voix tombant à un murmure. « Je crois en toi. Nous pouvons travailler ensemble. Tu imprimes. Je ne te donne pas de coup de pied. C'est un marché équitable. » L'imprimante resta silencieuse. « D'accord. » Ella prit une profonde inspiration. « Négocions. »« Que veux-tu? Du nouveau papier, du tonnerre, de l'attention émotionnelle? » « Je peux offrir de l'attention émotionnelle. Je suis doué pour écouter. » De l'autre côté du bureau, 2 assistantes s'arrêtèrent de taper pour regarder la scène. « Elle parle à l'imprimante ?» chuchota l'une d'elles. « On dirait qu'elle négocie, » répondit l'autre. « S'il te plaît, » continua Ella complètement inconsciente de son public. « Ne bourre pas aujourd'hui. Ne fais pas ce truc où tu tires le papier de travers et puis tu fais semblant que ce n'était pas toi. Je sais que c'est toi. C'est toujours toi. » L'imprimante fit un clic, puis un autre, et puis miraculeusement, elle commença à imprimer. « Merci, » chuchota Ella soulagée. « Je savais que nous pourrions nous comprendre. » Elle prit les pages, parfaitement imprimées sans aucun bourrage, et se tourna pour les apporter au bureau d'Adrien. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua que la moitié du bureau la regardait. Ella sourit maladroitement. Elle avait juste besoin d'encouragement, dit-elle en montrant l'imprimante. Personne ne répondit. Ella décida que c'était un bon moment pour disparaître. Elle marcha vers la porte en verre dépoli, équilibrant l'emploi du temps dans une main et une tasse de café dans l'autre. Un café qu'elle avait préparé avec un soin extrême, vérifiant 3 fois que le couvercle était bien fermé. Il n'y aurait pas de répétition de l'incident du hall. Pas aujourd'hui. Elle frappa à la porte. « Entrez !» Adrien était assis derrière son bureau, entouré de papiers, de contrats d'après ce qu'Ella pouvait voir. Des piles et des piles de contrats avec des marquages colorés et des notes adhésives. « Votre emploi du temps », dit-elle, plaçant les pages sur le bureau. « Et votre café avec le couvercle bien fermé, vérifié plusieurs fois. » Adrien la regarda. « Vous parlez du couvercle du café comme si c'était une réussite personnelle. »« C'est une réussite personnelle, » répondit Ella, compte tenu de mes antécédents. Elle était sur le point de se tourner pour partir quand son cerveau fit à nouveau ce truc. Ses yeux passèrent sur les contrats sur le bureau d'Adrien, juste pour une seconde, une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. « Excusez-moi, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Mais la clause 12.3 de ce contrat annule la 7.8.
Adrien se figea. « Quoi ?»« Là !» Ella pointa le document le plus proche. La 12-3 établit L. Exclusivité de l'approvisionnement pour 5 ans, mais la 7.8 permet la renégociation des termes tous les 18 mois. Si le fournisseur renégocie à la marque des 18 mois, l'exclusivité de 5 ans devient invalide. Une clause tue l'autre. C'est un suicide contractuel. Le silence dans le bureau était absolu. Elle a senti la panique monter. « Désolé », dit-elle rapidement. « Les lettres étaient face à moi et mon cerveau, il voit juste des choses. Ignorez-le, s'il vous plaît, ignorez-le. Je vais retourner à mon bureau et faire semblant que cela n'est pas arrivé. » Elle se tourna pour partir. « Mademoiselle Monroe. » Ella s'arrêta. « Ce contrat est en cours de révision depuis 3 semaines. » Dit Adrien, sa voix étrangement contrôlée. « Une équipe de 12 avocats travaille dessus. » Elle a dégluti difficilement. Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué parce que les lettres n'étaient pas face à eux. Elle dit cela comme une question qu'elle regretta immédiatement d'avoir posée. « Vous pouvez disposer, » dit Adrien. Elle a couru pratiquement vers la porte, la ferma derrière elle, et seulement quand elle atteignit son bureau avec son cœur battant trop vite, elle s'autorisa à respirer. Elle l'avait fait à nouveau parler trop. Remarquer des choses que personne ne lui avait demandé de remarquer. De l'autre côté de la porte en verre, elle ne vit pas Adrien prendre le contrat. Elle ne le vit pas lire la clause 12.3, puis la 7.8, puis la 12.3 à nouveau. Et elle ne vit certainement pas quand il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et murmura pour lui-même. Comment 12 avocats n'ont-ils pas vu ça? Mais le personnel vit d'autres choses. Vit Ella trébucher sur la boîte, vit les trombones voler, vit la conversation avec l'imprimante. Et maintenant la voyait quitter. Le bureau d'Adrien ressemblant à quelqu'un qui venait d'avouer un crime. Les chuchotements commencèrent avant qu'elle n'atteigne son bureau. « Combien de temps pensez-vous » demanda doucement l'un des avocats. « 1 semaine, dit un autre. « Je dis 5 jours. » Brice, l'avocat aux cheveux parfaitement coiffés, sourit. Elle n'a pas le profil pour ici. $10, elle ne tient pas 2 semaines. Marché conclu. Elle a entendu, fit semblant de ne pas entendre. S'assit sur sa chaise, regarda la porte, en verre dépoli, et essaya de ne pas penser au fait que tout le monde s'attendait à ce qu'elle échoue. Ce n'était pas nouveau. Les gens s'attendaient toujours à ce qu'elle échoue. Ce qui était nouveau, c'était la petite voix dans sa tête qui chuchotait « Mais tu n'avais pas tort sur le contrat. Tu as vu quelque chose que 12 avocats n'ont pas vu. » Ella ignora la voix. Elle était douée pour ignorer cette voix. Le téléphone sonna. Elle répondit « Mademoiselle Monroe ». La voix d'Adrien résonna. « Venez à mon bureau et apportez un... » Bloc-notes. Pause. Nous avons une réunion dans 1 heure et je veux que vous lisiez tous les documents connexes avant que nous y allions. La ligne fut coupée. Ella regarda le téléphone puis la porte en verre. Adrien Cole se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la ville. Mais même de dos, même à travers le verre dépoli, Ella pouvait le sentir. Il pensait à elle. Et d'après l'expression qu'elle avait entrevue, quand il s'était retourné, il n'avait toujours pas décidé si c'était une bonne ou une mauvaise chose. La salle de conférence du 25e étage avait une table qui coûtait plus cher que l'appartement d'Ella. Elle le savait parce qu'elle avait cherché le modèle. La veille au soir, après avoir été trop nerveuse pour dormir et s'était presque étouffée avec son thé quand elle avait vu le prix. Maintenant, assise à cette table, ridiculement chère entourée de 12 personnes en costume qui coûtaient probablement autant qu'une voiture, Ella avait une mission. Rester silencieuse, ne pas parler, ne pas donner d'opinion, ne pas laisser son cerveau faire ce truc qu'il faisait toujours. Mademoiselle Monroe prendra des notes pour la réunion, avait dit Adrien avant qu'il n'entre. Juste des notes. Ella hocha la tête. Bien sûr des notes. Elle pouvait prendre des notes. Les notes étaient silencieuses. Les notes n'impliquaient pas d'ouvrir la bouche et de laisser les mots s'échapper. Ce serait facile. Ce serait simple. Ce serait... Les chiffres du 3e trimestre montrent une croissance constante de 12%, disait l'homme en bout de table. Elle a écrivi croissance 12% T3. Et nos projections pour la prochaine année fiscale indiquent... Elle arrêta d'écouter, pas exprès. Son cerveau décida simplement que les mots de l'homme étaient moins intéressants, que les documents étalés sur la table, rapports, feuilles de calcul, déclarations, reçus, beaucoup de reçus,
Ella essaya de se concentrer sur ses notes. Projection fiscale. Quelque chose sur le pourcentage. L'homme utilise beaucoup le mot synergie et je ne pense pas qu'il sache ce que cela signifie. Ses yeux revinrent au document. Page 12. Déclaration du témoin principal. J'étais chez moi à 20h quand j'ai reçu l'appel. Page 47. Reçu de taxi. Course commencée à 19h40. Destination bureau central. Ella cligna des yeux. Non. Elle n'allait pas parler. Elle n'allait pas. Mais ça ne correspond pas à la page 47. Le silence qui suivit fut le genre de silence qui précède les catastrophes naturelles. 12 têtes se tournèrent vers Ella. 12 pères Dieu la fixèrent, comme si elle venait d'interrompre un service religieux pour demander où étaient les toilettes. Ella sentit le sang quitter son visage. Commença-t-elle. Qu'avez-vous dit? Demanda l'homme en bout de table. Son ton suggérait qu'il n'avait pas l'habitude d'être interrompu par qui que ce soit, et surtout pas par une assistante avec un bloc-notes. Ella regarda Adrien. Adrien la regarda. Son expression était complètement illisible. « J'ai dit que ça ne correspond pas », répéta Ella, sa voix sortant plus petite qu'elle ne le voulait. La page 47 avec la déclaration. « Quelle déclaration ?» Ella déglutit difficilement. Elle pouvait mentir, dire qu'elle était confuse, excuser, et retourner prendre des notes silencieuses comme une personne normale. Au lieu de cela, sa bouche continua de fonctionner indépendamment de son cerveau. « Le témoin principal », dit-elle en pointant les documents. À la page 12, elle déclare qu'elle était chez elle à 20 kills lorsqu'elle a reçu l'appel concernant l'incident. Mais à la page 47, il y a un reçu de taxi montrant qu'elle a pris une course à 19h40, destination bureau central. Ce trajet prend au moins 25 minutes à cette heure-là. Il est impossible qu'elle soit chez elle à 20 si elle a pris un taxi à allant dans la direction opposée. Le silence continua. Elle a menti, conclut Ella, dans la déclaration sur l'endroit où elle se trouvait. Personne n'a remarqué. L'homme en bout de table devint rouge. Cette documentation a été révisée par toute mon équipe juridique, dit-il la voix montant. Êtes-vous en train de suggérer que... Elle ne suggère rien, l'interrompit Adrien, sa voix calme comme la glace. Elle souligne une incohérence factuelle qui existe dans vos documents. C'est ridicule. Une assistante ne peut pas... Une assistante, le coupa Adrien, vient de trouver une contradiction. Qui invalide la déclaration centrale de votre affaire en moins d'une heure de réunion, tout en prenant des notes. Il se leva. Messieurs, je pense que nous avons besoin d'une pause pour réviser cette documentation. L'homme en bout de table semblait prêt à exploser. Cole, si vous pensez que vous pouvez... Je pense, dit Adrien, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit taire tout le monde dans la pièce, que vous avez un sérieux problème et que vous devriez être reconnaissant que nous l'ayons découvert maintenant avant d'aller au tribunal. Il regarda Ella. Mademoiselle Monroe, veuillez nous excuser. Ella se leva si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Bien sûr, oui. Désolé. Je vais aller dehors, là où est le dehors. Elle quitta la salle de réunion pratiquement en courant. La porte se referma derrière elle. Ella s'appuya contre le mur du couloir et essaya de se rappeler comment respirer. Elle l'avait fait à nouveau. Avait parlé quand elle aurait dû rester silencieuse. Avait souligné des choses que personne ne lui avait demandé de souligner. Avait probablement ruiné une réunion de 200 millions de dollars et détruit toute chance de garder ce travail plus d'une semaine. Félicitations, Ella, se marmonna-t-elle à elle-même. Nouveau record. 2 jours pour tout gâcher. Elle resta là pendant 20 minutes. 20 minutes de panique silencieuse, imaginant toutes les façons possibles d'être renvoyée, poursuivie et possiblement bannie du monde de l'entreprise pour toujours. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Adrien sortit seul. Il marcha jusqu'à l'endroit où Ella était appuyée contre le mur, s'arrêta devant elle et resta silencieux un long moment. « J'ai tout gâché », dit Ella avant qu'il ne puisse parler. « Je sais, je n'aurais pas dû parler. J'ai juste vu les chiffres et mon cerveau a connecté. Et avant que je m'en rende compte. Ma bouche bougeait déjà et j'ai essayé de me taire. Je jure que j'ai essayé, mais c'est comme si les mots avaient leur propre esprit. Et mademoiselle Monroe, oui? Vous venez de sauver un contrat de 200 millions de dollars. Ella cligna des yeux. Quoi? Le témoin, dit Adrien.
Vous aviez raison. Le témoignage est faux. Si nous étions allés au tribunal avec cette contradiction, nous aurions perdu l'affaire et 200 millions avec. Ella ne pouvait pas traiter les mots. Mais j'ai interrompu la réunion. Vous avez trouvé une fraude. Mais j'ai parlé alors que j'aurais dû rester silencieuse. Vous avez identifié quelque chose qu'une équipe juridique entière n'a pas vu. Mais, mademoiselle Monroe, l'interrompit Adrien. Comment avez-vous vu ça? Ella le regarda confuse. Que voulez-vous dire? C'est la contradiction. Comment savez-vous connecter la page 12 avec la page 47? Ella haussa les épaules. N'est-ce pas évident? Dit-elle, ne comprenant sincèrement pas la question. Ça est écrit juste là. Les heures ne correspondent pas. C'est des maths de base. 9h40 et plus 25 minutes ne fait pas. 20, ça fait 20h05 au moins. Et elle a dit qu'elle était déjà chez elle quand elle a reçu l'appel à 20h. C'est impossible. Adrien l'étudia un long moment. 2 avocats ont lu ces documents, dit-il. 3 révisions complètes. Personne ne l'a vu. Peut-être qu'il ne faisait pas attention aux heures. Il faisait attention à tout. Alors peut-être qu'ils ont besoin d'un meilleur café, proposa Ella, ou de lunettes, ou je ne sais pas, d'un cerveau qui ne s'arrête pas. Le mien ne s'arrête pas. C'est agaçant. Je vois des choses et je ne peux pas ne pas les voir. C'est comme une démangeaison mentale. Si je ne parle pas, ça démange plus. Adrien ne dit rien, mais il y avait quelque chose dans son regard. Quelque chose qu'Ella ne pouvait pas identifier. Vous avez sauvé 200 millions, dit-il enfin, avec une démangeaison mentale. C'était de la chance, dit Ella automatiquement. C'était la 3e fois cette semaine. Une chance constante. Adrien faillit sourire. Presque. Retournez à votre bureau, mademoiselle Monroe, dit-il. Et à la prochaine réunion? Je reste silencieuse, compris. Juste des notes. Non, dit Adrien. À la prochaine réunion. Si vous voyez quelque chose, parlez. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Vraiment? Votre cerveau qui ne s'arrête pas est peut-être agaçant, dit Adrien. Mais apparemment, il vaut aussi 200 millions. Il se retourna et retourna dans la salle de réunion. Ella resta dans le couloir en train de traiter l'information. Elle n'avait pas été renvoyée. Elle avait été encouragée à parler. C'était nouveau. C'était très très nouveau. Ella retourna à son bureau sous le choc, s'assit, regarda la fougère. « Je crois, chuchota-t-elle, que j'ai fait quelque chose de bien. » La fougère ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, Ella n'avait pas besoin de confirmation. Le téléphone sonna. « Mademoiselle Monroe. » La voix d'Adrien résonna. « Vendredi, gala de l'entreprise. À la Skyline Tower, vous allez m'accompagner. Pause. Et cette fois, vous pouvez laisser le bloc-notes à la maison. » La ligne fut coupée. Ella fixa le téléphone. Un gala avec Adrien Cole au sommet de Seattle. Elle regarda la fougère. « Je vais avoir besoin d'une robe, dit-elle. Et de beaucoup de chance. » La robe était empruntée. Les chaussures étaient une taille trop petite. Et Ella était absolument certaine qu'elle n'avait pas sa place à cet endroit. La Skyline Tower brillait comme un bijou au sommet de Seattle. Des lustres en cristal, du champagne et des verres qui semblaient faits d'air. Des gens dans des robes qui coûtaient plus cher que le loyer annuel. Ella. Ella était appuyée contre un pilier, essayant de se fondre dans le décor. « Reste juste tranquille », se marmonna-t-elle à elle-même. Ne touche à rien, ne parle à rien. Son cerveau commença immédiatement à remarquer des choses. Le serveur sur la gauche avait une chaussure défaite. La décoration de la table principale avait un motif inégal. 11 bougies d'un côté, 10 de l'autre. La femme en rouge près de la fenêtre portait une alliance, mais flirtait avec un homme qui n'était clairement pas son mari. C'est alors qu'elle entendit les voix. « Tu as vu qui Adrien a amené ?» Ella se figea. 2 femmes étaient juste à quelques mètres, lui tournant le dos. L'une d'elles était Delilah Montgomery, directrice des relations d'entreprise, qui regardait toujours Ella comme si elle était une tache sur le tapis. « L'assistante, » dit l'autre femme. « Celle qui a renversé du café sur lui. »« Pauvre fille, » répondit Delilah. « Adrien ne l'a amenée que par pitié. Elle n'est là que parce qu'il a besoin de quelqu'un pour aller chercher le café. » Elles rirent toutes les deux. Ella sentit son estomac tomber. Au lieu de traiter la douleur, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse. Elle commença à marcher sans but. Mauvaise décision. Elle esquiva un groupe de cadres, contourna une sculpture de glace, et puis elle vit la tour de Macaron, une construction architecturale de pâtisserie française au ton pastel.
parfaitement équilibrée. Ella allait la contourner. La chaussure trop serrée choisit ce moment pour trahir son existence. Sa cheville se tordit. Ses bras volèrent, et sa main frappa le côté du plateau. La tour de macarons trembla, pencha et s'écroula. Des douzaines de pâtisseries tombèrent en cascade sur la table du conseil. Des macarons à la framboise atterrirent dans le champagne du directeur. Un macaron au chocolat vola dans une trajectoire impossible et atterrit directement dans le décolleté de Delilah. 50 paires d'yeux se tournèrent vers Ella. Elle s'accroupit automatiquement pour ramasser les macarons. « Désolée, chuchota-t-elle aux pâtisseries. Vous ne méritiez pas ça. Vous étiez si beau, mademoiselle Monroe. » Adrien était là, debout. « Je peux expliquer, dit-elle rapidement. La chaussure, le plateau. La gravité a été très injuste avec moi. Il ne dit rien, tendit la main, la releva et plaça sa main dans son dos. Terrasse maintenant. Ils traversèrent la pièce. Ella sentait les regards, les chuchotements. Elle vit Delilah retirer le macaron de son décolleté avec une pure fureur. Mais la main d'Adrien était chaude, stable. L'air froid de Seattle frappa le visage d'Ella. La ville scintillait en bas. « J'ai gâché la fête, dit-elle, et probablement ma carrière. »« Vous avez gâché un plateau de pâtisserie, » dit Adrien. « La fête continue. Delilah me déteste. Delilah déteste tous ceux à qui je prête attention. » Ella le regarda. « Parlez-vous de vous à la troisième personne? Je cite ce qu'ils disent ici. »« Et que disent-ils » Adrien s'appuya contre la rambarde. « Que je vous ai amené par pitié. Que vous n'avez pas votre place ici. » Les mots faisaient mal. « Peut-être qu'ils ont raison, dit-elle doucement. Ils ont tort. Les causes perdues ne sauvent pas des contrats de 200 millions de dollars. » Ella ne savait pas quoi dire. « Mon cerveau ne s'arrête jamais, avoua-t-elle. C'est pour ça que je parle aux objets. C'est mon système de classement verbal. Si je ne parle pas à voix haute, les pensées s'empilent. » Adrien fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Un vrai rire. Bas, comme s'il s'était échappé sans permission. « Système de classement verbal, répéta-t-il. Ça marche ? En quelque sorte. Parfois je classe mal et je dis des choses embarrassantes aux gens en pensant qu'ils sont des objets. » Adrien secoua la tête, souriant toujours. « Vous êtes impossible. » « Je sais. » Ce n'était pas une critique. Ils se fixèrent. Adrien était proche, très proche. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-elle. « Vous saviez que je serais un désastre. Je savais que vous seriez vous, dit-il. C'est différent. » Le cœur d'Ella battit plus vite. Adrien, Delilah était à la porte de la terrasse. « Le conseil vous demande. » Adrien recula. « J'arrive. » Il regarda Ella. « Ne partez pas, dit-il doucement. La soirée n'est pas encore finie. » Puis il suivit Delilah à l'intérieur. Ella était seule. La première goutte de pluie frappa son épaule, puis une autre et une autre. En quelques secondes, Seattle décida que cette nuit avait besoin de plus de drame. La pluie tomba fort, trempant la robe empruntée, ruinant la coiffure qui lui avait pris 2 heures à faire. Ella ne bougea pas. Elle resta là sur la terrasse, laissant l'eau couler sur son visage. Une partie d'elle savait qu'elle devrait rentrer, qu'Adrien lui avait demandé de rester, que peut-être, juste peut-être, quelque chose commençait entre eux. Mais une autre partie, la partie qui avait entendu Delilah, qui avait vu les regards, qui savait qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde de champagne et de macarons, ne pouvait pas bouger. Pas vers l'intérieur, du moins. Elle la regarda à travers la vitre. Adrien parlait avec le conseil. Delilah à côté de lui, touchant son bras de manière possessive. Personne ne regardait la terrasse. Personne ne remarquerait si elle disparaissait simplement. Ella marcha vers la sortie de secours latérale, descendit 20 volets d'escalier, avec ses chaussures à la main, sortit par la porte arrière trempée, le mascara coulant sur son visage, et disparut dans la pluie de Seattle, sans dire au revoir, sans regarder en arrière. Son téléphone vibra dans le taxi. Un message d'Adrien. « Où êtes-vous » Ella regarda l'écran un long moment. Puis elle rangea le téléphone sans répondre. Certaines questions n'avaient pas de réponse facile, et certaines nuits, il était plus facile de fuir que de faire face. Mais alors que le taxi traversait les rues mouillées de Seattle, Ella ne pouvait s'empêcher de penser au sourire d'Adrien, au rire qu'elle avait tiré de lui. « Oh, vous êtes impossible !» qui n'était pas une critique. Et quelque part dans la Skyline Tower, Adrian Cole découvrait qu'elle avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi faire ensuite.
Le téléphone sur le bureau d'Ella sonna à 9h15. Elle regarda l'appareil comme s'il était un ennemi personnel. Répondre demandait de l'énergie. De l'énergie qu'elle n'avait pas. De l'énergie qui était restée quelque part entre le 3e éternuement du matin et la 5e. Tentative de convaincre son corps d'arrêter de trembler. 2e sonnerie. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle. « C'est juste un téléphone. Tu réponds au téléphone depuis des années. C'est littéralement une partie de ton travail. » 3e sonnerie. Elle a répondu. « Mon bureau. » La voix d'Adrien résonna. « Maintenant. Nous devons réviser les documents pour la réunion de demain. » La ligne devint silencieuse. Ella regarda le téléphone, puis la porte en verre dépolie, puis ses mains, qui tremblaient légèrement. « D'accord, dit-elle à la graffeuse. J'ai juste besoin d'entrer là-dedans. D'avoir l'air professionnel, de ne pas m'évanouir et de repartir. Simple, absolument simple. » La graffeuse n'avait pas l'air convaincue. Ella se leva. Le monde tourna un peu. Elle s'accrocha au bureau jusqu'à ce que les choses arrêtent de tourner. Puis marcha vers la porte d'Adrien avec toute la dignité que quelqu'un avec une fièvre de probablement 39 degrés pouvait rassembler. Elle frappa à la porte. « Entrez. » Ella entra. Adrien était assis derrière le bureau, entouré de documents. Il ne leva même pas les yeux quand elle approcha. « Réunion de demain avec Westbrook Industries », dit-il en feuilletant des papiers. « J'ai besoin que vous révisiez les clauses de confidentialité. Il y a des incohérences que... » Il s'arrêta. Il leva les yeux. Il fronça les sourcils. « Mademoiselle Monroe, est-ce que ça va ?»« Parfaitement, » dit Ella. Sa voix sortit comme du papier de verre traînant sur du béton. Jamais été mieux. Prête à réviser des clauses, des confidentialités, toutes les choses juridiques. Adrien se leva. « Vous êtes pâle. »« C'est mon teint naturel, ascendance irlandaise de gens qui n'ont jamais vu le soleil. » Vous tremblez. Climatisation trop forte. Quelqu'un devrait la régler. Elle est éteinte. Alors c'est l'air en général. Seattle a beaucoup d'air. Froide incommode. Adrien marcha vers elle. Chacun de ses pas semblait résonner dans la tête d'Ella comme des tambours dans une caverne. Avant qu'elle ne puisse reculer, il plaça sa main sur son front. La main était froide ou son front était en feu. « Vous brûlez de fièvre », dit-il, sa voix changeant de ton. « Pourquoi êtes-vous venu travailler comme ça ?»« Parce que je suis professionnel. » Les professionnels ne manquent pas le travail à cause de... « Amour ?» Qu'est-ce qu'elle disait encore ? « Inconvénient mineur », finit-elle. « La fièvre est un inconvénient. Temporaire, je vais m'en remettre. » Depuis combien de temps êtes-vous comme ça ? Depuis hier, ce matin. Honnêtement, le temps a perdu son sens à un moment donné. Adrien étudia son visage. Que s'est-il passé ? Et c'est là que la fièvre fit ce que les fièvres font le mieux. Détruire complètement le filtre entre le cerveau et la bouche d'Ella. La pluie, dit-elle. Beaucoup de pluie sur la terrasse. Votre terrasse, celle du gala. Adrien s'immobilisa. Vous êtes resté sous la pluie. 20 minutes, peut-être plus. Je ne comptais pas. J'étais trop occupé à me sentir pathétique et pas à ma place. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré ? Parce que Delilah avait raison, dit Ella. Les mots tombant comme les macarons de cette nuit-là. Je n'ai pas ma place là-bas. Dans votre monde, je suis la fille qui renverse du café sur les gens et parle aux agrafeuses. Ella, et vous m'avez demandé de rester, continua-t-elle, incapable de s'arrêter. Vous avez dit que la soirée n'était pas finie, mais pour moi elle l'était. Parce que je vous ai vu avec Delilah, elle touchant votre bras, souriant. Elle a sa place là-bas. Elle va bien avec vous. Je vais bien avec la pluie, froide et incommode et mouillée. Le bureau tourna. Vous êtes resté 20 minutes sous la pluie, dit Adrien lentement. Parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez bien. Techniquement, je suis resté sous la pluie, parce que je ne pouvais pas affronter la salle de bal à nouveau. Mais oui, essentiellement ça. Et vous êtes parti sans le dire à personne. Vous étiez occupé à être beau et intimidant comme toujours. Ella cligna des yeux. Avait-elle juste dit ça? La fièvre avait dit ça? Elle corrigea rapidement. Pas moi. Entité séparée. La fièvre ne me représente pas. Adrien fit un autre pas vers elle. Vous pensez que je suis beau? Je pense que vous êtes effrayamment beau. C'est différent et irritant. Ça rend la pensée rationnelle difficile. Ce qui n'est pas mon point fort les jours normaux de toute façon. Les jours de fièvre. Puis le sol bougea ou ses jambes cédèrent. Probablement les deux.
Le sol, murmura Ella. Le sol est très instable. Les sols devraient être stables. C'est la fonction première des sols. Celui-ci échoue à son travail. Ella, la voix d'Adrien semblait venir de loin. D'une autre planète, peut-être une planète où elle ne venait pas d'appeler. Son patron milliardaire effrayamment beau. J'ai besoin de m'asseoir, dit-elle. Ou de m'allonger. Ou le sol a l'air confortable. Est-ce que le sol est une option? Ella, le monde devint noir. La dernière chose qu'elle sentit fut des bras forts la retenant avant qu'elle ne frappe le sol instable. La dernière chose qu'elle vit fut des yeux bleus écarquillés d'inquiétude. La dernière chose qu'elle pensa fut « Il a de très jolis cils pour un patron. Ça devrait être contre les règles des RH. » Puis rien. Le plafond était blanc, trop blanc pour être le bureau. Ella cligna des yeux une fois, deux fois, trois fois. L'odeur était celle du désinfectant. Hôpital. Elle tourna la tête et son cœur s'arrêta. Adrien Cole était assis sur la chaise à côté du lit, toujours dans son costume avec des cernes sous les yeux qu'elle ne lui avait jamais vus auparavant, ses cheveux légèrement ébouriffés pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Il la regardait. « Salut », dit-il. Ella ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « Hôpital », dit-elle. « Vous vous êtes évanoui dans mon bureau. Je me suis évanoui dans mes bras. Techniquement. » Ella voulait que le lit l'avale tout entière. Combien de temps? 6 heures. 6 heures. Elle le regarda, les cernes, le costume froissé, la chaise clairement inconfortable. « Vous êtes resté, dit-elle. Vous vous êtes évanoui dans mes bras. Je n'allais pas vous laisser seul. » Quelque chose, dans son ton, fit se serrer le cœur. D'Ella. « Qu'est-ce que j'ai dit avant de m'évanouir ?» Adrien la fixa. « Vous ne vous souvenez pas ?» Je me souviens de clauses et de pluie et du sol étant instable. Après ça devient confus. Silence. Vous avez dit que vous étiez resté sous la pluie parce que vous pensiez que vous n'aviez pas votre place, dit enfin Adrien. Elle ferma les yeux. Quoi d'autre? Que Delilah avait raison à votre sujet. Oh non. Et que je suis effrayamment beau. Ella couvrit son visage avec ses mains. J'étais délirante, fièvre, hallucination. Rien de tout cela ne compte. Je sais. Donc, vous pouvez l'oublier. S'il vous plaît, effacez-le de la mémoire. Et si je ne veux pas oublier? Ella enleva ses mains de son visage. Adrien s'était penché en avant. Ses yeux rencontrèrent les siens. Vous avez dit que vous n'avez pas votre place dans mon monde, dit-il, la voix basse. Vous avez tort, Adrien. Delilah n'avait raison sur rien. Je ne vous ai pas emmené au gala par pitié. Je vous ai emmené parce que vous êtes la seule personne dans ce bureau qui me donne envie de rire. Et je ne ris pas, mademoiselle Monroe. Jamais. L'air s'épaissit. Vous êtes resté 20 minutes sous la pluie, continua-t-il, pensant que vous n'étiez pas assez bien. Et j'ai passé 6 heures sur cette chaise à penser des choses que je ne devrais pas penser à propos de mon assistante. Ella ne pouvait pas respirer. Reposez-vous, dit Adrien en se levant. Sortis demain. Vous avez la semaine de congé. Adrien et mademoiselle Monroe. Elle le regarda. Vous êtes effrayamment belle aussi. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Ella fixa la porte fermée, le cœur battant, l'esprit dans le chaos. Le téléphone sur la table de nuit vibra. Message. Prenez vos médicaments et ne revenez pas tant que vous n'êtes pas rétabli. Assez. Ella sourit. Elle enregistra le numéro sous patron effrayamment beau. Elle avait des ennuis, d'énormes, impossibles ennuis. Le genre qui avait des yeux bleus et passait 6 heures sur des chaises d'hôpital. Et pour la première fois, elle ne voulait pas les fuir. Une semaine loin du bureau aurait dû suffire pour qu'elle oublie qu'elle avait traité son patron d'effrayamment beau. Ce n'était pas le cas, mais au moins la fièvre était passée. Ses poumons fonctionnaient à nouveau, et elle pouvait marcher sans que le monde ne tourne. Petite victoire. Ella entra au 25e étage à vitrines précises, déterminée à être l'employée la plus professionnelle, compétente et absolument normale que Northwest ait jamais vue. « Bonjour », dit-elle à la fougère dans le couloir. « Je t'ai manqué ?» La fougère ne répondit pas. Typique. Ella marcha vers son bureau, et c'est là qu'elle remarqua la première chose étrange. Les dossiers étaient en désordre. Pas légèrement désorganisés, complètement chaotiques, comme si quelqu'un avait tout jeté en l'air et laissé tomber où bon lui semblait. Quoi? Elle avait organisé ses dossiers avant de tomber malade, alphabétiquement avec des étiquettes colorées, avec un système qui faisait parfaitement
Sens pour son cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Maintenant, ils avaient l'air d'avoir survécu à un ouragan. « D'accord, » murmura-t-elle. « Peut-être que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Les gens ont besoin de choses. C'est normal. » Elle commença à réorganiser. C'est là qu'elle remarqua la deuxième chose étrange. Les données étaient différentes. Le rapport qu'elle avait préparé pour la réunion Westbrook, celui-là même qu'Adrien lui avait demandé de réviser avant qu'elle ne s'évanouisse dans ses bras, était complètement changé. Des chiffres inversés, des dates modifiées, des clauses que les BSQL qu'elle avait marquées comme problématiques, apparaissaient maintenant comme approuvées. « Ce n'est pas juste », dit Ella à l'ordinateur. « Je n'ai pas fait ça. Je me souviens de ce que j'ai fait. Mon cerveau est agaçant, mais il se souvient. » L'ordinateur ne répondit pas. Personne ne lui répondait aujourd'hui. Mademoiselle Monroe. Ella leva les yeux. Linda Chen, la coordinatrice REAC, se tenait à côté de son bureau avec une expression qui ne promettait rien de bon. « Monsieur Cole vous veut dans la salle de conférence. »« Maintenant, immédiatement. » Ella sentit un frisson dans le dos. Mais elle se leva et suivit Linda dans le couloir. La salle de conférence était pleine. Ce n'était pas une réunion normale. C'était une exécution. Ella le réalisa au moment où elle entra et vit les visages. Adrien à la tête, expression fermée, les directeurs autour de la table et Bryce Harrison, l'avocat aux cheveux parfaits et au sourire de publicité pour dentifrice, assis avec un air de préoccupation répété. « Mademoiselle Monroe, dit l'un des directeurs, asseyez-vous. » Ella s'assit. « Nous avons un problème. » Le directeur continua. « Le rapport que vous avez préparé pour Westbrook Industries contient de graves erreurs, des chiffres incorrects, des dates qui ne correspondent pas, des clauses approuvées qui devraient être en cours de révision. » Quoi? Ella cligna des yeux. « Non, ce n'est pas possible. J'ai révisé ce rapport 3 fois avant. »« Le rapport est ici, » l'interrompit Brice, poussant un dossier sur la table. « Avec votre nom, votre signature numérique, vos erreurs. » Ella prit le dossier, regarda les chiffres. Son estomac se noua. « Ce n'était pas moi, » dit-elle. « Ce ne sont pas les données que j'ai mises. Quelqu'un les a changées. »« Changées ?» répéta Brice, son ton chargé de fausse compassion. « Mademoiselle Monroe, je comprends que vous ayez été malade. Peut-être que la fièvre a affecté votre travail, avant que vous ne réalisiez que vous n'alliez pas bien. Il n'y a pas de honte à admettre l'erreur. Je n'ai pas fait cette erreur. Les documents disent le contraire. Les documents sont faux. » Elle a senti la panique monter. Les mots commencèrent à sortir en cascade. « C'est comme si quelqu'un avait mis du sel dans le sucrier de mon cerveau, » dit-elle, comme si les ingrédients étaient là, mais qu'ils avaient été échangés. C'était du sabotage. Sabotage chronologique. Un crime contre la chronologie des données. Silence. Tout le monde la fixait comme si elle venait de parler dans une langue extraterrestre. « Sabotage chronologique », répéta Brice lentement. « C'est intéressant. »« Je sais comment ça sonne, » dit Ella, essayant de se calmer. « Je sais que ça semble fou, mais je n'ai pas fait ça. Mon cerveau se souvient de tout. C'est agaçant, mais c'est vrai. Je me souviens des chiffres corrects. Je me souviens des clauses que j'ai marquées. Quelqu'un est entré dans le système et les a changées. »« Qui ?» demanda l'un des directeurs. Ella ouvrit la bouche, la ferma. Elle n'avait aucune preuve. Elle n'avait rien d'autre que la certitude de son propre cerveau, que tout le monde pensait défectueux. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais je sais que ce n'était pas moi. »« Mademoiselle Monroe, » dit Brice, se penchant en avant avec ce sourire condescendant. « Nous faisons tous des erreurs, surtout quand nous sommes sous pression ou malades. Vous n'avez pas besoin d'inventer des théories du complot aussi. Je n'invente rien. Alors prouvez-le. » Ella regarda autour de la pièce, vit les visages sceptiques, vit Brice avec son sourire parfait et vit Adrien. Adrien qui avait été silencieux depuis qu'elle était entrée. Adrien qui n'avait pas dit un mot pour sa défense. Adrien qui la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Le même Adrien qui était resté 6 heures à son chevet à l'hôpital, qui avait dit qu'elle était effrayamment belle, qui avait dit qu'il ne voulait pas oublier, et maintenant était assis là, silencieux pendant qu'elle était publiquement humiliée. Elle a senti quelque chose se briser en elle. « Je comprends, » dit-elle, sa voix sortant étrange. « Vous ne me croyez pas. »« Ce n'est pas une question de croire, » dit le directeur. « C'est une question de preuve. »
et les preuves disent que je suis incompétente. Personne n'a dit ça. Vous n'avez pas besoin de le dire. C'est clair. Ella se leva. Excusez-moi, dit-elle. J'ai besoin de partir. Elle marcha vers la porte. Personne ne l'arrêta. Adrien ne dit rien. Rien. Ella quitta la salle de conférence, le cœur en morceaux. De l'autre côté de la table, Adrien observait. Pas Ella. Elle était déjà partie. Il observait Brice. La façon dont Brice détournait le regard quand quelqu'un mentionnait les fichiers originaux. La façon dont ses doigts tambourinaient sur la table, un tic nerveux qu'Adrien avait appris à reconnaître à travers des années de négociations. La façon dont les dates de modification des documents ne correspondaient pas à la période où Ella travaillait. Adrien l'avait vu, l'avait remarqué, avait traité chaque détail avec la même précision qu'il utilisait pour déchiqueter les arguments opposés dans les tribunaux, et était arrivé à une conclusion. Ella disait la vérité, Brice mentait. Mais Adrien ne dit rien, pas encore, parce qu'Adrien Cole n'affrontait pas les ennemis sans preuves solides, et parce que Bryce Harrison ne savait pas qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. On ne sabote pas l'assistante d'Adrien Cole, surtout pas cette assistante-là. Adrien se leva. « Messieurs, dit-il, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques documents à réviser. » Il quitta la pièce, mais il ne courut pas après Ella. Il alla à son bureau où les registres d'accès au système l'attendaient. Bryce Harrison pensait qu'il était intouchable. Bryce Harrison était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Et Ella Monroe, qui en ce moment parlait probablement à la fougère de l'injustice du monde, n'avait aucune idée que quelqu'un la croyait enfin, même si ce quelqu'un n'avait pas dit un seul mot. La boîte en carton était trop petite pour un si gros renvoi. Ella regarda ses affaires éparpillées sur le bureau. Une tasse qui disait « J'ai survécu au lundi ». 3 stylos dont elle était sûre qu'ils n'étaient pas les siens. Un cactus en plastique que quelqu'un avait abandonné là et la graffeuse. La graffeuse qui ne l'avait jamais jugée. « Au revoir », lui chuchota-t-elle, la plaçant soigneusement dans la boîte. « Tu étais une bonne amie, loyale, fiable. Tu as graffé quand j'avais besoin que tu le fasses. Tu n'as graffé pas quand je n'avais pas besoin que tu le fasses. La communication entre nous était toujours claire. » Une larme s'échappa. Elle pleurait sur une agrafeuse. C'était un nouveau niveau de pathétique, même pour elle. « Et toi ?» Ella se tourna vers la fougère dans le couloir. « Tu étais une merveilleuse auditrice. Tu ne m'as jamais interrompu. Tu n'as jamais dit que mes métaphores n'avaient pas de sens. Tu ne m'as jamais regardé comme si j'étais folle. » La fougère resta silencieuse comme toujours. « Tu vas me manquer, » dit Ella. « De toutes les plantes à qui j'ai parlé, tu étais la plus verte. » Elle ne savait plus ce qu'elle disait. L'humiliation de la réunion brûlait encore, les regards, les chuchotements. Brice avec ce faux sourire compatissant. Et Adrien. Adrien silencieux, comme une statue dans un costume italien, ne disant pas un seul mot pendant qu'elle était publiquement détruite. Ella ramassa la boîte, regarda une dernière fois le bureau qui avait été le sien pour si peu de temps. « C'était bien tant que ça a duré, » murmura-t-elle. « Ou c'était horrible tant que ça a duré. » Je n'ai pas encore décidé lequel. Elle marcha vers l'ascenseur, appuya sur le bouton, attendit. L'ascenseur arriva avec un doux ding. Les portes s'ouvrirent. Ella s'avança. Non. La voix vint de derrière elle. Ella se figea. Départ rapide. Le son de quelqu'un courant d'une manière très peu digne pour un milliardaire. Une main attrapa la porte de l'ascenseur avant qu'elle ne se ferme. Adrien à bout de souffle, ses cheveux légèrement en désordre, sa cravate de travers. Adrien Cole, l'homme qui n'avait jamais un cheveu de travers, avait l'air de venir de courir un marathon dans le couloir. « Que faites-vous » demanda Ella. « Je vous empêche de partir. »« Pourquoi » ? Pour m'humilier une fois de plus. Peut-être dans une plus grande réunion avec plus de gens qui regardent Ella. Ou peut-être que vous voulez que je m'excuse pour des erreurs que je n'ai pas commises, pour un sabotage que je n'ai pas fait. Je sais que vous ne l'avez pas fait. Ella s'arrêta. « Quoi ?» « Je sais, » répéta Adrien, « que vous n'avez pas fait ces erreurs. Je sais que quelqu'un a modifié les documents et je suis presque sûr de savoir qui c'était. » Le silence s'étira entre eux. « Vous savez, » dit Ella lentement. « Vous savez, et pourtant vous êtes resté silencieux. Pendant la réunion devant tout le monde, pendant que j'étais traitée comme si j'étais incompétente. Je n'avais pas assez de preuves pour
Vous m'avez laissé seul. Les mots sortirent lourds de blessures. Adrien ferma les yeux une seconde. Je sais. Vous avez dit que vous croyiez en moi à l'hôpital. Vous avez dit que j'étais extraordinaire. Et à la première occasion de le prouver, vous êtes resté silencieux. Je sais. Arrêtez de dire je sais. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Adrien ouvrit les yeux. Il y avait quelque chose là qu'Ella n'avait jamais vu. Désespoir, frustration, vulnérabilité. J'ai merdé. J'aurais dû parler. J'aurais dû vous défendre. Mais j'étais tellement concentré sur la collecte de preuves solides que j'ai oublié que vous aviez besoin de moi à ce moment-là. Pas plus tard.